Donc, c'est ça, la conférence est enregistrée. Bonjour, bonsoir, où que vous êtes. J'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui me rencontrent pour la première fois, Elisa Ouadougou, je suis responsable du chantier d'avenir en sécurité alimentaire de l'Université Laval. Ça fait maintenant 5 ans. Donc, une petite capsule sur les chantiers. C'est une initiative phare de la haute direction de l'Université Laval pour contrer concrètement et efficacement à faire reculer l'insécurité alimentaire sur la planète. Donc, à travers la formation, la recherche de solutions innovantes. Dans le cadre de notre maîtrise sur mesure, nous formons des actrices et des acteurs de changement en matière de sécurité alimentaire. Donc, la maîtrise, c'est l'équivalent de master. Si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou avec ma collègue Annie Beda, qui est présentement connectée à cette conférence. Alors, dans le cadre de nos activités, on organise nos midi-conférences. Donc, les midi-conférences en sécurité alimentaire, ça se fait vraiment comme une plateforme pour mettre en lumière les initiatives, les stratégies, les solutions innovantes, des résultats intéressants aussi des recherches pour l'amélioration de la sécurité alimentaire, que ce soit à l'échelle très locale, nationale ou internationale. Aujourd'hui, nous sommes à notre 20e midi-conférence et nous avons le plaisir d'accueillir Dr Traoré Si Martial. Je prendrai quelques minutes pour le présenter de manière plus formelle, mais il va nous entretenir sur le programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle du SILS, le SILS qui est le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Donc, il va certainement nous présenter plus en détail ce comité-là. Alors, pendant justement cette session, nous allons avoir 3 phases. Donc, dans un premier temps, euh, 30 à 40 minutes, le docteur Traoré va prendre pour vraiment faire sa présentation. Pendant cette phase-là, je vous invite à maintenir vos micros fermés. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions dans le chat. Nous allons revenir là-dessus dans la deuxième partie où on aura vraiment des temps d'échange, de discussion, de commentaires, de contributions. Et finalement, la troisième partie va être dédiée finalement pour des aspects beaucoup plus messages clés. Donc, qu'est-ce qu'on retient de la session? Et Dr Bakouan, qui est ancien chercheur à l'Université virtuelle du Burkina, et présentement à l'Université Laval comme professeur invité à accepter de nous livrer quelques messages clés. Je m'en vais maintenant présenter de manière plus formelle Dr Traoré. Depuis 2025, il occupe le poste de coordonnateur du programme régional d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle piloté par le SILS, comme je mentionnais tantôt. Alors, avant ça, il a exercé les fonctions de chef de division sécurité alimentaire, puis chef de la division agriculture, marché, système d'information et alerte précoce au centre régional Agreement, basé à Niamey au Niger, où il a joué un rôle clé dans le renforcement des capacités techniques et analytiques en matière de résilience alimentaire. Expert reconnu dans le domaine de l'analyse de la vulnérabilité, il travaille depuis 2013 sur le développement et l'optimisation des outils d'évaluation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique de l'Ouest et au Sahel aussi. Ces travaux portent notamment sur les impacts des chocs de production agro-pastorale, des aléas agroclimatiques, de la volatilité des prix agricoles sur les populations vulnérables. Il est membre actif du comité technique du cadre harmonisé, donc il va certainement nous en dire plus dans sa présentation. Donc pour l'identification des zones des populations en insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest aussi. Donc contribuant finalement à l'harmonisation des méthodologies et à la coordination régionale au niveau de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Il assure également la présidence du secrétariat de la task force régionale sur les actions anticipatoires promouvant une approche proactive de la gestion des crises alimentaires. Merci, Dr Traoré, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je te cède la parole pour ta présentation. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Et je vais revenir dans la deuxième partie. Donc, je vous laisse aller, Dr Traoré. D'accord, merci, docteur Savadogo, pour l'occasion que vous nous donnez pour nous présenter un peu le programme régional d'appui à la sécurité alimentaire et à la nutrition, qui est l'un des programmes phares du SILS. Le SILS, c'est Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel.
Donc, comme vous voyez le logo, le SILS, c'est 13 pays et 13 États membres euh, qui occupent donc la zone sahélienne et ouest africaine. Donc, rapidement, on peut du Cap-Vert, Sénégal, à Mauritanie, la Guinée-Bissau, en descendant vers le Mali, le Burkina, le Niger, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire font partie donc du site, c'est le Togo aussi. Donc, ça fait les 13 pays. Mais dans le cadre de notre collaboration très étroite avec la CEDEAO et l'UEMOA, donc nous intervenons sur toute la fenêtre de l'Afrique de l'Ouest, donc l'ancienne CEDEAO. Donc ça fait, donc vous allez communément entendre la zone Sahel, l'Afrique de l'Ouest, qui regroupe donc la zone du SILS et la zone de la CEDEAO. Donc déjà, ça fait les 17 pays donc, du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Et grâce à l'expansion donc du cadre harmonisé et la collaboration avec les partenaires tels que le PAM, la FAO, nous avons commencé à travailler depuis 5 ans au Cameroun. Donc, ça fait que nos activités sont étendues au Cameroun. Donc, vous allez voir que souvent, dans beaucoup de nos documents, on parle de 18 pays. Voilà, donc on a ajouté le Cameroun. Peut-être avant donc de continuer, il faut rappeler il y a 2 pays aussi qui font partie du SILS, mais qui n'ont pas activé leur participation. Ils ont été acceptés lors de la conférence des chefs d'État comme étant des États membres donc, du SILS, mais avec des situations internes, ça fait que ça a pris du temps, donc ils n'ont pas encore activé. Il s'agit donc du Soudan et de la Centrafrique. Donc, du jour au lendemain, bon, si c'est effectif, il faut voir qu'on peut partir directement à 19 pays. Donc, rapidement, concernant donc notre présentation d'aujourd'hui, on va s'articuler autour d'une dizaine de points. Donc, on va partir sur le contexte général donc de l'Afrique de l'Ouest, échanger un peu sur le programme, les objectifs et surtout ce qui concerne donc tout ce qui est l'architecture institutionnelle donc de notre programme, des activités que nous menons avec le SILS et avec les autres partenaires et quelques réalisations majeures. Et à la demande donc d'Eli, on va peut-être prendre une slide sur pour parler 5-6 minutes sur le cas d'harmoniser en particulier et aussi un peu quelques projets qui sont en cours que nous gérons et quelques défis, perspectives et puis achever donc par une petite conclusion. Bon, rapidement, il faut dire que le SILS, c'est, comme je l'expliquais, c'est en fait travail dans un contexte donc du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest que je vous avais défini, donc qui est communément appelé la zone SILS-CEDEAO, donc qui fait face à des défis structurels que tout le monde connaît, qui sont plus ou moins des défis contemporains avec les autres pays de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique en général, l'Afrique subsaharienne, mais l'Afrique de l'Ouest reste encore particulier à travers ces défis structurels liés au climat, surtout et à la question donc de la démographie qui reste très actif. Je pense que dans le monde, nous sommes l'une des régions du monde qui ont quand même qui a la démographie la plus galopante. Je tiens un exemple donc le Niger qui est le pays le plus qui a le taux de croissance le plus élevé au monde. Donc déjà qui fait partie de notre région. Donc avec les pays aux alentours qui se retrouvent avec des taux de croissance démographique autour de 3,2%. Alors que bon, la moyenne mondiale est autour de 1%. Donc, ce qui rappelle donc la question donc de réponse régionale coordonnée. Donc, depuis plus d'une cinquantaine d'années, hein, le SIL s'investit dans la recherche de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et coordonner donc les actions des États, des partenaires dans le domaine donc de tout ce qui est désertification, changement climatique et la gestion, l'identification et l'appui donc à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, comme mandat, donc, le SIL s'investit dans la recherche donc, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle euh, pour la lutte contre donc, les effets donc, de la désertification, des changements climatiques, pour un équilibre écologique et un développement au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Donc, il faut dire que les activités de SILS, cette mission s'appuie donc sur 3 piliers essentiels, à savoir donc la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
qui est l'un des Dadafor, et vous allez voir que nous, on additionne toujours les deux, la situation alimentaire et nutritionnelle. Parce que la situation nutritionnelle, quand même, reste l'un de nos problèmes structurels aussi dans la région et on doit la prendre en compte donc dans tout ce qui est lutte contre la situation alimentaire et l'insécurité alimentaire et toutes les activités multisectorielles donc pour lutter contre la malnutrition. On a aussi la question donc de la désertification qui reste toujours là, hein. C'est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits quand on regarde un peu sur les images. Beaucoup d'experts sont en train de s'accorder sur le fait que le Sahel est en train de se reverdir un peu. Donc, cela est dû vraiment aux efforts qui ont été faits depuis une cinquantaine d'années pour pouvoir freiner un peu l'avancée donc du dégel. N'empêche que le Sahel reste, comme les autres parties du monde, confronté aux impacts donc des changements climatiques qui ont un effet beaucoup plus incisif donc sur le Sahel, qui est déjà une zone aride, une zone fragile. Donc, en termes donc, de vision pour le SILS, on a travaillé ces dernières années donc, pour établir un plan d'action, un plan stratégique jusqu'à l'horizon 2025-2050. Donc, la, la, la vision 2050 donc, du SILS, c'est vraiment que le savoir-faire et technique donc, du SILS soit pleinement déployé, contribuant donc, au bien-être surtout qu'on en a besoin de la région donc du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest à travers tout ce qui est savoir-faire technique du SILS pour bénéficier donc à la population et renforcer son bien-être. Donc, je rappelais un peu le contexte de notre région qui s'articule donc autour de 5 pressions structurelles qui sont essentielles. À cela s'ajoutent quand même quelques situations conjoncturelles qui arrivent donc d'une campagne à l'autre. La première chose, c'est l'insécurité alimentaire qui reste récurrente. On est l'une des régions les plus pauvres du monde. On a pratiquement un cocktail de difficultés, de problèmes, qui fait que depuis des années, on a plusieurs difficultés qui se chevauchent chaque année. Donc, qui fait que la situation donc, de la sécurité alimentaire reste très, très récurrente. Il y a aussi les impacts, donc, comme je le parlais, de la variabilité climatique et surtout donc de la désertification. Il y a la pression croissante donc de la démographie. On a une des populations la plus jeune au monde. On aime à le dire que dans notre région, 30%, non, 70% donc de la population ont plus ou moins de 30 ans, 35 ans. Donc, ça fait que la région reste assez jeune. Et il y a également les questions donc, de conflit, donc, qui est devenu monnaie courante depuis 2016, 15-16, avec Boko Haram au Nigeria, qui s'est étendu jusqu'au Mali. Actuellement, pratiquement toute la région, la bande sahélienne est affectée par donc, les questions d'attaques terroristes et un peu d'insécurité. Beaucoup de zones sont inaccessibles, qui affectent un peu les moyens d'existence donc des ménages et des populations. Il y a beaucoup de déplacements des populations. On est pratiquement autour donc de 10 millions de réfugiés, de déplacés, 9 et quelques millions. Donc, qui fait donc des pays comme le Burkina, le Nigeria, le Mali, surtout le Tchad, qui sont des zones clairement qui abritent le plus grand contingent de personnes déplacées et de réfugiés. Il y a également l'instabilité politique. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2 ou 3 ans, avec l'avènement donc des sanctions donc, de la CEDEAO et les retraits des pays de l'AES, donc de la CEDEAO, il y a une instabilité politique quand même qui s'est installée, la fragmentation régionale, qui fait que on a assisté donc à beaucoup de phénomènes quand même qui aggravent un peu cette vulnérabilité. Parce que pour pouvoir mettre en œuvre des programmes structurants, il faut qu'il y ait une stabilité plus ou moins acceptable pour permettre donc de dérouler les programmes donc convenablement. On a également les chocs du marché, que ce soit au niveau international, puisque nous dépendons donc du marché international par la vente donc de nos produits, notamment le café, le cacao, le coton, qui sont des produits qui sont exportés de notre région. Et aussi, nous achetons beaucoup du marché international, donc tout ce qui est produits manufacturés,
et alimentaires tels que le lait, le riz et autres là que nous importons. Donc, nous sommes sensibles donc à ces chocs de marché et aussi à ces questions macroéconomiques liées à l'inflation, à la vulnérabilité donc de certaines monnaies locales, notamment le Naira du Nigeria, qui depuis une dizaine d'années faisons face à une petite, une grande inflation, donc qui fait la moitié de la région, hein, donc déjà. Et il y avait la question donc du Ghana, de la Sierra Leone, du Libéria, même si on voit que ces dernières années quand même il y a une légère stabilisation donc, de l'inflation donc, dans ces pays-là. Donc, comme rôle donc, du CIL, c'est vraiment l'institution technique régionale phare qui essaie, à travers sa neutralité scientifique, donc avec tout ce qui est reconnu par les pays et les partenaires, donc techniques et financiers, et surtout les acteurs humanitaires. Donc, le CIL essaie vraiment d'être le pivot pour avoir une coordination technique de tout ce qui est les questions donc, de sécurité alimentaire à travers la plateforme donc, Project. PGEC, c'est la prévention et la gestion des crises alimentaires. Donc, c'est un réseau qui a été mis en place donc, depuis une quarantaine d'années, donc qui nous permet d'avoir des concertations entre tous les acteurs à tous les échelles, que ce soit au niveau pays, à travers donc, les acteurs qui travaillent donc, dans les pays, à travers le système d'alerte précoce, les groupes de travail pluridisciplinaires, les groupes AMR, les groupes de bilan alimentaire. Il y a plusieurs groupes multisectoriels quand même qui ont été mis dans les pays pour traiter des questions spécifiques donc, de de la sécurité alimentaire donc, dans les pays pour avoir une sorte de convergence de vues, de consensus au niveau national entre l'État, les services techniques et les partenaires. Il y a et tout ce qui est appui donc, dans la collecte des données parce que si on veut faire une analyse donc, de la sécurité alimentaire, on a besoin de se focaliser sur des données plus ou moins fiables et pas très discutables. Donc, on travaille à renforcer donc, les systèmes d'information sur la sécurité alimentaire, qu'on appelle les SI, sur le marché, la statistique agricole, l'analyse donc des moyens d'existence, tout ce groupe donc et de suivi de la campagne agricole. Et il y a l'analyse même en tant que telle, et à travers donc l'outil cadre harmonisé, donc qui nous permet de mettre en place l'ensemble donc des acteurs, des systèmes d'information et des partenaires techniques et financiers ensemble pour discuter donc de la situation et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour arriver à une cartographie et également à une estimation donc, des populations. Il y a également au niveau international, à travers le réseau RPCA, qui est le réseau de prévention et de gestion des crises alimentaires, qui fait partie du même groupe que le PREJEC, mais au niveau international, avec le Club du Sahel, où quand même nous échangeons régulièrement à travers la présentation de la situation régionale et pour pouvoir bien diriger et donner une situation claire de notre région donc aux partenaires internationaux et au système des Nations Unies. Donc en termes donc d'action donc du SILS pour gérer parce que il faut dire que le programme sécurité alimentaire regroupe est un peu transversal et ça regroupe pratiquement tous les programmes donc du SILS, mais il y a quand même au SILS 5 programmes en tant que tel. Il y a le programme sécurité alimentaire et nutritionnelle dont nous présentons actuellement. Il y a également le programme donc GRN qui s'occupe de tout ce qui est gestion des ressources naturelles, qui suit les changements climatiques, donc les questions de la météo, le climat, les questions du pastoralisme et la dégradation des ressources naturelles qui suit donc cette évolution en collaboration avec les pays, donc ils participent au COP et ils gèrent toutes ces questions-là. Et il y a le PRA population, développement et genre de développement, donc qui est basé donc à l'Institut du Sahel qui est à Bamako. Donc le SILS a 3 institutions, hein. Il y a le secrétariat exécutif à Ouaga, le centre régional Agrimet, qui est le centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest, donc qui est basé à Niamey, et l'Institut du Sahel, qui s'occupe de tout ce qui est population, recherche agricole, qui est basé à Niamey et à Bamako. Il y a également le PRA marché, qui reste très lié au PRA sécurité alimentaire, donc qui regroupe donc travaille beaucoup plus les échanges entre nous, le commerce international, les régulations et surtout la mise en œuvre donc de la libre circulation donc des produits et des biens. Enfin, donc, on a les PRA maîtriser l'eau parce que
L'un des principaux problèmes donc, au Sahel, c'est la maîtrise de l'eau, parce que nous dépendons à 99% donc, de la pluie. Donc, il y a des efforts qui sont faits donc, pour travailler à la maîtrise de l'eau. Donc, il y a un programme d'appui régional donc, qui est mis en place pour ça. En termes donc de justification donc du programme, je pense on est revenu là-dessus. Donc c'est un programme vraiment structurant et durable. Au début, le programme sécurité alimentaire regroupait tout ce qui est GRN et même population et développement. Donc au fur des besoins, avec la charge donc du travail, le programme a dû se diviser en 3 sous-programmes, notamment sécurité alimentaire et nutrition, GRN à part et population à part. Donc, c'est un programme maintenant qui évite les interventions ponctuelles. Donc, il travaille avec le gouvernement, les partenaires pour avoir des programmes structurants, capables donc de renforcer durablement donc la capacité donc nationale et régionale donc sur les questions de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui reste un des phénomènes donc fléaux pour la région. Donc, à travers ce programme, ça permet de capitaliser tous les efforts qui sont faits et vraiment d'accompagner aussi les différentes politiques régionales, notamment la politique de la CEDEAO, la politique de l'UEMOA, et accompagner également les pays surtout en élaborant leur politique nationale, de prendre en compte les directives régionales et ouest-africaines et aussi tenir compte donc des voisins, des partenaires, étant donné l'interconnexion donc entre nos pays. Donc vraiment, c'est pour permettre donc d'assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable dans les pays donc et dans l'Afrique de l'Ouest et au Sahel. Donc, si on doit faire les liens entre ce programme, par exemple, avec la vision 2050 donc du SILS, ce programme est beaucoup plus lié donc au premier résultat stratégique, donc à savoir donc le renforcement de la résilience des populations face à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc pour renforcer donc la résilience des populations, le premier résultat, c'est vraiment approfondir les outils de prévention et de gestion des crises. Donc vraiment, le SILS travaille vraiment en collaboration avec tous les centres de recherche du monde et des partenaires pour pouvoir développer des outils qui sont bien adaptés à notre région et qui permettent donc et qui fait le transfert de technologie avec au niveau donc des pays et constitue donc un garant donc technique et surtout de capitalisation pour les pays parce qu'on a vu que dans les pays il y a beaucoup de turnover. Hein. On peut aller dans un pays aujourd'hui, on ferme tout le monde est content, c'est le pays en matière de système d'information, mais il suffit de 2, 3, 4, 5 ans il y a des changements au niveau institutionnel et les pays tombent un peu dans la léthargie, souvent avec de nouveaux qui viennent. Il n'y a pas de transfert de technologie entre les services. Souvent, il faut tout reprendre à chaque fois. Ça fait l'une des difficultés. Donc, on est tout le temps en train de créer de nouveaux outils, de continuer à faire le recyclage et à la formation donc, des pays pour les permettre donc de renforcer leurs capacités donc, de prévention et de gestion des crises. L'autre élément, c'est la question de la malnutrition. Comme on l'a dit, la question de la malnutrition dépasse le cadre structurel donc, de la santé ou de l'agriculture. On a vu que la question de la malnutrition est devenue une question multisectorielle, transversale et qui doit être prise en compte dans tous les programmes politiques et stratégies qui sont mis en place donc, au niveau régional pour les questions donc, de développement et les questions alimentaires, questions agricoles. Donc, le CILS travaille en étroite collaboration avec l'ensemble donc des pays pour pouvoir prendre à bras le corps donc la question donc de la malnutrition pour l'intégrer dans toutes les politiques régionales et au bon endroit pour permettre la prise en compte. Il y a également le renforcement d'un système de production qu'on doit chercher à améliorer à travers d'abord la gestion des ennemis de culture. Ne pas sans savoir qu'au niveau du SILS, ici, c'est une zone vraiment où on a beaucoup de pression parasitaire, de pression acridienne. Il y a plein de fléaux. Donc, on travaille beaucoup plus avec les services donc, de l'agriculture, les services pastoraux, pour pouvoir leur permettre donc d'avoir des variétés adaptées et des méthodes donc, de lutte plus ou moins écologiques et adaptées donc, à la région. Donc, c'est là qui résume tout ce qui concerne donc les systèmes de production et la mise en place donc des variétés, des semences adaptées. Il y a tout ce qui est gouvernance donc en cadre, gouvernance donc de la santé,
à travers donc, le renforcement de tout ce qui est la question donc du nexus humanitaire, développement, paix. On se voit qu'aujourd'hui, tout ne peut pas être que humanitaire. Il faut prendre en compte maintenant la question de l'insécurité et travailler sur les trois pieds. La question donc de l'humanitaire qui est urgent, la question donc de la paix qui va travailler plus sur apaiser beaucoup plus les tensions et permettre donc l'implication de tous les acteurs et vraiment tout ce qui est développement aussi pour permettre donc d'avoir plus de durabilité dans les actions. Enfin, donc le programme aussi travaille sur tout ce qui est réglementation, hein, les pesticides, les intrants, à travers la branche qui est à l'INSA. Donc, on fait la réglementation et des produits phytosanitaires qui à l'homologation donc des pesticides et tout ce qui est biosécurité et biosanté. Donc voilà un peu présenter donc les différentes les objectifs donc qui sous-tendent donc le programme en lien donc avec la vision donc du CILS. Donc on cherche vraiment à avoir des systèmes d'information qui soient capables d'anticiper, d'analyser, de répondre de façon efficace donc aux crises à travers donc les renforcements des capacités, la coordination des actions, l'innovation. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et tout ce qui est développement donc d'éthique, on a beaucoup de formations que nous mettons en œuvre à la disposition des masters aussi qu'on met à la disposition donc des pays et tout ce qui est qualité des données, outils de collecte des données et aussi les politiques. Donc, il s'agit donc de renforcer, comme j'ai dit, je suis revenu là-dessus, la capacité technique donc nationale, également renforcer, améliorer la qualité et des données et la disponibilité aussi, parce que souvent, beaucoup de gens se plaignent de la région qu'il n'y a pas assez de données, alors que souvent, ils ne connaissent pas beaucoup les plateformes, donc ils se disent qu'il n'y a pas assez de données sur la région. Également, harmoniser les outils, les méthodes, à travers donc le cadre harmonisé, et la région, les réunions Project, EcoAgris, c'est la plateforme qui regroupe donc l'ensemble donc des données sur l'agriculture et également soutenir donc la planification de la réponse parce que à travers les plans nationaux de réponse, il faut, après l'analyse donc de l'insécurité alimentaire à travers le cadre harmonisé, il faut répondre. Donc, pour répondre, il faut un plan national de réponse. Et le plan national de réponse permet donc au pays et à l'ensemble donc des partenaires de pouvoir mettre tout ensemble et de pouvoir avoir une cartographie claire de qui fait quoi, où et quand, dans quelle localité, et pour savoir quelles sont les localités qui ne sont pas couvertes et d'avoir donc des situations qui nous permettent donc de faire un réajustement. Aussi, de promouvoir donc la résilience et à travers donc le programme aussi, on suit donc la résilience donc de chaque localité et à travers donc l'outil qu'on appelle un outil sœur donc de RIMA à la région donc qu'on appelle donc AMR, c'est l'analyse des mesures de la résilience qui permet donc d'avoir une cartographie donc de la résilience de chaque zone donc de la région et de voir un peu les développements et les différents axes à travers quelle capacité elle a plus à développer, à relever dans telle ou telle localité ou bien avec tel ou tel moyen de groupe de population. Notamment, on travaille sur les trois capacités à travers la capacité d'adaptation, la capacité de transformation et surtout la capacité donc et, la troisième capacité, c'est surtout donc la capacité donc de transformation. Voilà. Donc, à travers donc ce travail, le CILS, il travaille pas seul, hein, il faut qu'on se dise la vérité. Seul, on ne peut pas aller. C'est vrai qu'on a trois institutions, notamment le secrétariat exécutif où je suis, qui fait la coordination, qui travaille un peu, le centre de coordination des opérations, tout ce qui est politique, on s'occupe de cela. Il y a le centre Agrimet, qui est le centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest. Il y a l'Institut du Sahel, donc, qui est à Bamako. Voilà, et nous nous occupons donc de tout ce qui est coordination. Les CILS, on travaille donc en étroite collaboration avec tous les systèmes des Nations Unies, particulièrement la FAO et le PAM, et aussi l'UNICEF, pas aussi rapprochés, mais tous les jours, on a nos collègues donc du PAM et de la FAO, on échange pratiquement chaque jour sur les questions donc de sécurité alimentaire, on planifie donc toutes les opérations, les missions, les cadres de concertation ensemble. On a aussi des partenaires financiers, notamment l'Union européenne, qui est vraiment l'une des, en tout cas,
un des partenaires vraiment financiers assez solides actuellement qui soutient vraiment le programme sécurité alimentaire. Il y a également les banques, la Banque mondiale, la BAD, la Banque africaine de développement qui nous appuie aussi à travers certains projets de développement, notamment le PRAPS, qui est un projet de pastoralisme, et puis les FSRV, c'est un projet donc de résilience sur la Banque mondiale. Il y a la BAD donc qui nous appuie donc sur le PDRS, le projet projet donc de résilience à la sécurité alimentaire. Donc le PDRS, il y a aussi la BID donc qui nous aide aussi sur certains projets. On avait le projet PDRIAS qui vient de finir aussi. Il y a nos partenaires politiques, la CEDEAO, l'UEMOA, avec qui nous travaillons, nous présentons, puisqu'on les rencontre, hein, à toutes les rencontres sur les questions alimentaires, sur les questions de sécurité alimentaire, c'est le SILS qui répond, qui fournit tous les éléments techniques pour pouvoir faire ces rencontres. Donc, on a beaucoup de projets aussi en commun. On alimente donc à travers le projet de réserve, la réserve régionale de sécurité alimentaire qui est basée à Lara, qui est une agence de la CEDEAO. Nous fournissons tout le travail technique et l'ARA répond à travers donc la troisième ligne de dépenses, donc à travers la réserve régionale de sécurité alimentaire. On a beaucoup les réseaux des ONG régionales, hein. Donc si on prend les ONG techniques comme ACF, Oxfam, Save the Children, qui sont nos partenaires également dans le développement technique de nos outils et dans l'animation régionale. Il y a également le réseau donc des producteurs, les OP, qui sont également regroupés au niveau régional, donc qui travaillent avec nous. Donc à travers donc tout se fait à travers ce cadre, hein, le cadre projet, le cadre LPCA, et il y a le cadre, les initiatives donc AMR et analyse des mesures de nexus humanitaire, donc qui nous permet donc d'avoir un système d'alerte précoce régional quand même bien fourni et qui soit très ouvert et très implicite parce que c'est ouvert et il suffit juste de demander la participation et la plupart du temps on ne refuse pas. Donc, non, en termes de réalisation majeure, hein, il faut dire que, surtout en termes de renforcement des capacités, on a tout ce qui est l'outil donc du cadre harmonisé que vous connaissez. À travers le cadre harmonisé, qui n'est pas un outil en tant que tel, mais qui regroupe l'ensemble d'outils. Donc, il y a plusieurs outils qui sont impliqués dans le cadre harmonisé. C'est une méta-analyse. Donc, on forme pratiquement tous les pays et à fournir toutes les informations qui sont nécessaires pour faire l'analyse des cadres harmonisés à travers donc les indicateurs de résultats, notamment les analyses de la consommation alimentaire, les analyses nutritionnelles, les analyses des moyens d'existence et les analyses donc de la mortalité, qui sont des éléments essentiels qui sont obtenus à travers des enquêtes, et le suivi des autres éléments contributifs, notamment la disponibilité alimentaire, à travers la campagne, les marchés, l'analyse donc des moyens d'existence, à travers également l'accessibilité, l'accès physique, l'aspect économique, les marchés, le pouvoir d'achat et tout ce qui est l'utilisation que les gens font à travers l'accessibilité. Tous ces éléments constituent un conglomérat d'analyse qui se fait à travers le suivi des marchés, le suivi de la campagne, la nutrition, les systèmes d'information géographique, les modèles qui existent, l'analyse de modélisation agricole, et également des analyses, à travers également des masters, comme je disais, on a un master en sécurité alimentaire, donc qui se fait. Donc, il y a également les données. Donc, on vérifie la qualité des données, donc la qualité des analyses qui sont produites donc par les pays. Donc, c'est pourquoi on a un comité technique du cadre harmonisé qui planifie les analyses, qui envoie les facilitateurs dans les pays et aussi, après les analyses, le comité se regroupe pour faire une consolidation, une revue de qualité au niveau national, donc au niveau régional, afin de valider les analyses des pays et s'il y a des résultats, des erreurs, essayer de les corriger ou bien d'amener les pays à les corriger et afin donc de présenter les résultats. Donc, tout ce qui est intégration de la nutrition, le suivi régulier des marchés régionaux, etc. Donc, il y a également tout ce qui est planification de la réponse, même si le SILS ne répond pas directement à travers donc comme les accès humanitaires, mais on appuie à la coordination, à tout ce qui est plan national de réponse et mise en place des outils de suivi donc de la qualité de la réponse, de la qualité de la prévention. Et ces outils-là sont toujours temps développés et on forme les pays pour permettre les auto-évaluations pour pouvoir donc permettre donc d'avancer. Il y a toutes les questions donc liées à l'innovation,
des études que nous faisons sur l'étude prospective on est en train de mener sur les marchés, sur les systèmes alimentaires, et également les effets donc institutionnels, la coordination, l'harmonisation donc de la qualité donc et surtout des politiques. Donc, en parlant donc du cas d'harmonisé, comme je le disais, c'est un outil de référence de mesure donc de l'insécurité alimentaire au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Donc, le cas d'harmonisé, c'est un outil qui est développé depuis 1999, qu'on a fait le premier manuel qui était le premier bride donc de l'analyse donc de l'insécurité alimentaire. Donc, c'est en 2000, donc les discussions se sont poursuivies jusqu'en 2014 où on a quand même pu valider le premier manuel donc d'analyse. Et en 2000, après, on a passé à la version 2 et actuellement on est à la version 3. Donc, c'est un outil qui permet donc de classer donc l'insécurité alimentaire, surtout conjoncturelle pour le moment. On a fait des tests sur la chronique qui n'a pas trop abouti. Donc, on est toujours sur l'insécurité et l'analyse aiguë. Donc, qui permet donc de la classification de l'insécurité alimentaire en 5 phases, comme IPC, que vous connaissez peut-être au niveau global, parce qu'on travaille ensemble, et on a des séances de travail ensemble, puisque nos outils sont plus ou moins, ça se complète, en fait. Donc, c'est classe donc l'insécurité alimentaire en 5 phases. La phase minimale, la phase sous pression, où quand même on voit que la phase minimale, si on est en phase minimale, lorsque les populations qui sont ont des difficultés d'accès à l'alimentation n'atteignent pas 20%. Donc, c'est pourquoi ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais c'est que quand vous voyez en minimal, ça veut dire que l'évaluation a montré que malgré qu'il y ait des populations qui sont en insécurité alimentaire, mais ce niveau d'insécurité alimentaire n'atteint pas 20% de la population. Donc, c'est pour qu'elles sont classées en phase 2. Donc, lorsqu'ils sont en phase 2, c'est que au moins 20% donc de la population quand même arrive à manger, arrive à atteindre donc à satisfaire les besoins énergétiques, mais quand même sont assez limités par il ne peut pas assurer d'autres fonctions essentielles, notamment les questions donc de santé et les questions donc de scolarité et autres. Donc ça, c'est la phase sous pression parce que la personne n'a pas une insécurité alimentaire, mais elle est beaucoup plus stressée dans les questions donc des moyens d'existence. Et aussi, à partir de la crise, donc, on a quand même plus de 20% quand même qui commencent à avoir des difficultés, soit au niveau donc alimentaire directement, soit qui arrivent à couvrir un peu ces besoins alimentaires, mais s'engagent donc dans les stratégies de moyens d'existence qui peuvent être qualifiées donc de crise. Donc c'est pourquoi ils sont classés en crise. Et la situation d'urgence, lorsque la situation atteint vraiment des niveaux d'insécurité alimentaire très poussés, très aigus, et avec des niveaux de malnutrition quand même très élevés, et également des stratégies d'adaptation, de crise qui sont observées, d'urgence qui sont observées au niveau donc des ménages. Et enfin, on a la phase famine, donc où quand même on est dans une situation vraiment catastrophique. Voilà un peu ce qui est dans le cas d'harmonisation. Donc c'est une méthode quand même, une méthode d'analyse, ça prend plusieurs types de données. Donc c'est une méthodologie vraiment pas forcément statistique 100%, mais ça utilise beaucoup d'éléments statistiques, beaucoup de données qualitatives, beaucoup de connaissances du terrain, parce qu'il y a beaucoup de saisonnalité, des habitudes alimentaires, des habitudes de vie des populations à prendre en compte. Donc ça permet donc et on a formé les pays en mettant en place des comités, fait des formations au niveau 1, 2, 3. Donc, les pays vraiment ont un cohorte assez important. Donc, il les permet donc de courir, de collecter, de préparer les données et de conduire donc les analyses. Donc, on a également tout ce qui est la question multisectorielle. Comme on a dit, la question donc de l'insécurité alimentaire reste une question transversale. Ça occupe plusieurs services, plusieurs partenaires. Donc, pour analyser donc, la question de la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation, la stabilité, les questions des marchés, nutrition, moyens d'existence, les conflits, le climat et tout ça, les questions économiques. Donc, on a besoin vraiment d'un cadre
et multisectoriel pour faire cette analyse-là. Donc, le cadre a besoin d'être inclusif et consensuel parce que l'analyse doit être technique, basée sur des qualités, sur les données collectées, analysées, classées, en défaut de vue de la fiabilité, validées et avoir un consensus donc pendant les analyses, que ce soit au niveau national et au niveau régional avec l'ensemble donc des partenaires. Donc, ça reste un outil stratégique, donc en termes de planification, d'anticipation et surtout de relevance, donc de redevabilité en termes d'analyse. Donc, ça permet donc d'analyser et d'orienter les décisions politiques donc et les questions humanitaires. Donc, comme vous avez à droite, donc à votre gauche, la carte donc de l'insécurité alimentaire, c'est l'analyse que nous avons fait pour la période projetée juin, juillet, août. Donc, c'est cette carte qui est d'actualité. Bien que certains pays ont fait des révisions, hein, mais ils sont en train de valider, c'est pas encore fait. Donc, jusqu'à ce que on est valide et publie une nouvelle carte, c'est cette carte qui fait office donc que tous les partenaires de la région travaillent dessus. C'est ce consensus-là qu'on a eu. Donc, ça fait que tant qu'il n'y a pas une nouvelle carte qui est publiée, cette carte qui fait office d'orientation et foi pour l'ensemble donc des partenaires. Et bon, on voit qu'il y a certains pays, notamment le Burkina et la Guinée-Bissau, qui n'ont pas fait d'analyse. Il arrive aussi que certains pays, pour des raisons internes, pour des difficultés, n'arrivent pas à faire des analyses, ou bien ne disposent pas d'assez d'éléments pour faire des analyses, parce qu'on a besoin d'un minimum de données de qualité pour faire ces analyses. Donc, on fait l'analyse que vous avez sur la carte qui vous oriente sur les zones, et on a pour chaque zone des estimations des populations. Ça, c'est une compilation par pays. Donc, en regardant le tableau de droite, ça nous dit qu'actuellement, on se trouve dans une projection donc de 50 millions de personnes donc qui ont besoin d'assistance alimentaire donc dans la région sur un total de 410 millions de populations qui ont été analysées donc pour la période. Donc, ça fait à peu près 12,2% donc des populations analysées. Vous voyez un peu la situation donc de chaque pays. Et cette carte est validée au niveau pays, consolidée au niveau régional et présentée à la région du Préjat et fait office donc une carte régionale où tous les acteurs donc doivent s'y fier. Voilà. Donc, en termes donc, du palais donc du projet en cours, actuellement, on a un petit projet. Bon, je dis petit parce que ça couvre un peu une partie donc de la région partout, parce que c'est un projet à budget limité, à près de 10 millions d'euros. Donc, qui a vraiment, avec le départ donc de l'USAID, qui était un de nos partenaires aussi fiables, avec l'arrivée de Trump qui a tout suspendu. Donc, on a eu beaucoup de difficultés. Donc, grâce à l'Union européenne, quand même, on a pu quand même maintenir notre groupe d'experts qui permet donc de poursuivre donc le travail donc du programme et qui permet donc de mobiliser des experts et qui continue à travailler donc sur les projets, monter les projets et aussi travailler sur les données structurelles, donc les activités structurelles donc du programme et conduire donc les études innovantes sur les questions donc de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, en termes de défis, rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, on a quand même les défis liés donc à l'hétérogénéité. Hein. Malgré tous les efforts, les pays sont pas au même niveau de, de, de capacité, de maîtrise donc de production de l'information dans les pays. Donc, avec les précisions, on travaille déjà sur ça en se focalisant sur les pays qui sont les plus faibles pour les permettre donc de renforcer donc les capacités. Les défis institutionnels, donc la coordination et la lenteur aussi pour certains acteurs multisectoriels. Et vous voyez tout ce qui est difficultés régionales qu'on a avec la nouvelle configuration régionale, c'est pas très évident. Donc, ça fait que on marche un peu sur les œufs, mais quand même, on arrive à avoir des coordinations multisectorielles comme assez acceptables. La place du SILS, quand même, reste importante et elle n'est pas contestée, elle reste acceptée donc par l'ensemble donc des acteurs, que ce soit au niveau de la CEDEAO, que ce soit au niveau donc de l'AIS. Parce que les SILS, même, toutes les entités du SILS sont dans l'AIS, en fait. Aussi, il y a les défis financiers. Bon, le CIL, c'est comme tous les projets régionaux, internationaux, c'est beaucoup basé sur les financements. Hein. Donc, lorsque c'est un partenaire, c'est surtout l'Union européenne et les banques. On est en train de travailler un peu pour avoir le suivi, l'appui donc des partenaires, des entités régionales telles que la CEDEAO et l'UEMOA qui commencent vraiment à nous appuyer, à donner quand même quelques appuis
pour nous permettre donc de mener à bien donc nos activités. Et il y a les défis donc du terrain avec l'insécurité, parce qu'on a des visites de terrain en collaboration avec les pays, on a des missions conjointes d'appui, d'évaluation qu'on fait avec les pays, mais avec l'insécurité, ça devient de plus en plus difficile. Donc en termes de perspectives, c'est vraiment se projeter vers l'avenir pour assurer mieux les partenaires, donc à travers donc renforcer l'institutionnalisation des données, réduire au maximum le coût de collecte de données, profiter beaucoup plus de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est les remontées automatiques donc des données, et travailler à assurer des productions d'informations assez régulières sur peut-être les régimes alimentaires, les cycles d'analyse beaucoup plus réguliers et moins coûteux, et poursuivre le renforcement donc des systèmes nationaux d'information, les SIM, systèmes d'information sur les marchés, les équipes d'analyse du carbonisé, du marché et les équipes donc de la nutrition. Innover à travers la digitalisation, parce qu'on a un projet de digitalisation avec le cadre harmonisé. Actuellement, tout est devenu sur une plateforme. Avant, on partait, pour vous dire, à la version 1, on était sur des fichiers Word. Hein. À la 2, on est passé sur Excel. Et sur 3, on est en train de passer maintenant sur une version web. Et maintenant, pour automatiser toute la procédure. Et s'aligner vraiment sur le coop qui est en cours. La nouvelle coop est en train d'être élue. Donc, on est beaucoup impliqué aussi dans cette lecture-là. Donc, le PRASAN, quand même, reste un pilier régional important pour la sécurité alimentaire. Donc, il renforce donc les États, améliore la qualité des données, sur les structures donc des politiques, parce qu'on est tout le temps sollicité, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international et au niveau régional, pour pouvoir soutenir et les accompagner dans la production donc de l'information, on doit soutenir donc la résilience des populations. Donc, le CILS reste un acteur crédible, neutre, donc et qui a une portée donc sur pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Voilà un peu présenté, donc je sais pas combien de temps j'ai fait, c'est pas été trop long. Voilà, donc ça nous laisse un peu de temps peut-être donc pour les questions. J'espère que vous m'avez bien entendu. Merci. Merci bien. Merci beaucoup, docteur Traoré. Vraiment, c'est vraiment très intéressant et ça montre aussi toute l'ampleur hein, du travail abattu, travail vraiment colossal depuis plusieurs années. Donc, beaucoup d'efforts sur le terrain, ça c'est vraiment, vraiment apprécié. Mais ça reste effectivement qu'il y a des défis qui sont là. Donc, ben, faut travailler à surmonter les défis, à aller de l'avant. Alors, donc, on est rendu à la deuxième phase des questions. C'est que si vous avez des questions, des commentaires, des réactions, moi j'ai envie de commencer, docteur Traoré. Vous avez terminé par, bah, en tout cas, vous Oui. avez quand même mentionné ça en termes de défis persistants, la question du financement. Je sais que vous avez mentionné, ben, l'Union européenne contribue beaucoup actuellement avec le retrait ben, de l'USAID. Mais la question que je me pose par rapport aux aspects financement, jusqu'à quel point les pays membres contribuent? Est-ce qu'il y a comme des contributions financières que les 17 pays membres aussi font pour vous permettre justement de fonctionner? Autre question que j'avais, ben, j'ai compris que le Soudan et la Centrafrique, comme ont été acceptés, mais ne sont pas intégrés officiellement pour le moment. Est-ce que c'est lié au fait que ben, ces deux pays-là, on sait que c'est des pays qui sont quand même des enjeux de conflit. Est-ce que ça pourrait expliquer ça ou bien il y a d'autres considérations qui sont prises en compte? Mais ça me permet de demander bon, finalement, c'est comment, ben, pour un pays qui veut être membre de SILS, comment ça se passe? Donc, j'ai deux questions. Est-ce que tu voudrais prendre les questions? On peut faire un premier tour de questions. Peut-être que les questions pourront se recouper. Bon, moi, ça me va, hein, Ouais, on peut laisser les autres aussi poser. Peut-être on peut prendre un lot de deux, trois questions exact. pour les Est-ce qu'il y a répondre. des personnes qui voudraient réagir? Je sais pas, je vois. OK, Annie, allez-y. Merci beaucoup, Dr. Traoré, pour cette très intéressante présentation. Ma question serait en lien avec le fait que je suis consciente que vous avez plus concentré votre présentation sur votre programme sécurité alimentaire et nutritionnelle. J'ai tout de même remarqué dans une de vos diapos que vous aviez un programme de type population, genre et développement. Puis, j'étais intéressée à
juste à savoir quelques mots là-dessus. Comment vous considérez la notion de genre dans vos programmes? Est-ce que c'est considéré aussi dans votre programme de sécurité alimentaire pour l'instant ou c'était juste une question à cet effet-là? Merci. Excellent. Merci, Annie. On prend notre intervention avant que le docteur Traoré ne réagisse sur les questions. C'est pas, je sais qu'il y a le professeur Larry qui est là, Mandine de France. Je sais pas, professeur Bapon aussi. Il y a Viviane de l'Initiative Paul qui est là aussi. Et peut-être que ça va. Madina, allez-y, doctorante en économie. Monsieur Norbert Zongo, allez-y. Ok. Bonjour, docteur Traoré. Merci beaucoup pour votre belle présentation. Moi, ma question concerne le cadre harmonisé, votre outil de mesure de la sécurité alimentaire. J'aimerais savoir, est-ce que cet outil, c'est un outil qui permet d'analyser la sécurité alimentaire au niveau national, international, mais est-ce que cet outil aussi peut analyser la sécurité alimentaire au niveau ménage et individuel? Est-ce qu'on peut le modéliser à cet effet? Bon, c'est la Excellent. première. Hein? Tu en as combien? Deux, hein, ou bien, vas-y. Bon, j'en ai deux. Oui, tu peux aller. Oui. Voilà. La deuxième question, bon, au niveau de votre explication du cadre harmonisé, bon, au niveau minimal, urgence et autres, j'ai l'impression que vous prenez en compte aussi les privations. Voilà, les privations en termes de santé et d'éducation. Bon, ce qui n'est pas bon. Dans les autres outils d'analyse de la sécurité, les instruments d'analyse comme les SDA et autres, là, ils ne prennent pas en compte ce cadre-là. J'aimerais savoir, c'est plus proche de la pauvreté multidimensionnelle ou pas, cet outil. C'est bon. Non. Merci. Merci, Madina. Euh, Madame Koudougou, on va revenir à vous, ok, dans la deuxième partie. Donc, docteur Traoré, je vous laisse aller pour les différentes questions. Ok, merci beaucoup pour vos questions. Si je commence donc par votre première question sur la contribution des pays membres. Bon, il faut dire qu'en termes de pays membres, on est 13. Les autres pays ne sont pas membres du CIS, ils sont membres de la CEDEAO. Et dans le cadre de notre partenariat avec la CEDEAO, on les couche. Donc, maintenant, les projets que nous avons, comme ça vient souvent dans le cadre de projets régionaux, bon, ça fait que on arrive à les couvrir. Le projet dans la conception couvre déjà ces pays. Donc, le SIX n'a pas de problème à aller au Nigeria, au Ghana, au Libéria, Sierra Leone. Donc, comme je t'ai dit, j'étais tout de suite à Niamey pour une formation sur le bilan alimentaire. Il y avait les pays, donc Libéria, Sierra Leone. Bon, voilà, on avait invité le Cameroun, mais qui n'est pas venu parce qu'il a eu un problème de visa, il n'a pas pu venir. Donc, déjà, on arrive à couvrir ça. Mais en termes de cotisation, ça concerne les 13 pays qui sont membres, étant membres de SIX. Donc, mais il faut dire que la contribution donc, des pays représente moins de 10% du budget de fonctionnement du SIX. Voilà, donc il y a beaucoup d'activités et 80 à 90% quand même des activités sont du fonctionnement du SIX et gérées par les projets et programmes qui financent. Et donc déjà, c'est vrai que bon, ça reste un défi aussi, le paiement régulier des cotisations. Bon, ils payent, mais ils ne sont pas réguliers. Mais ils arrivent à payer. Mais quand même, il y a beaucoup de contributions donc, des projets qui permettent donc de maintenir donc, et d'avoir le fonctionnement. Parce que la plupart des experts sont pris en charge donc, par le programme et les projets qui sont exécutés. Aussi, pour la question donc, du Soudan et de l'Afrique et de la Centrafrique, bon, ça reste une question vraiment liée au secrétariat exécutif, hein, mais on attend, puisque le problème, lorsque un pays demande, parce que pour pouvoir demander, il y a la conférence des chefs d'État du CIS, qui est précédée par la conférence donc, des ministres, donc, en charge donc, du CIS, ministre de tutelle. Et voilà, donc si un pays décide de participer au SILS, c'est fait la demande.
Ben voilà, et ça passe donc au niveau du secrétariat exécutif du SILS, qui va traiter les questions techniques et qui va informer le ministre coordinateur. Et maintenant, on va mettre cette question d'abord. Il y a l'aspect technique au niveau des CONACYLS, parce que dans chaque pays, il y a le secrétariat permanent donc du SILS, qui regroupe l'ensemble des services techniques, donc des structures impliquées dans les domaines de l'agriculture, l'environnement, du climat et tout ça font partie d'un comité permanent du SILS, où il y a un secrétariat. La plupart du temps, le secrétariat permanent, c'est logé au niveau de l'agriculture. Mais dans certains pays, c'est un environnement et d'autres même, c'est au niveau donc des affaires étrangères. Donc déjà, ils analysent et on montre. Oui? Non, allez-y, j'ai coupé. Ouais, allez-y. Ah, ok. Donc voilà, donc ça, et ça suit cette procédure. Dans cette procédure, il y a certains pays qui sont en cours, hein. Il y a le Cameroun qui demande, il y a même le Nigeria aussi. Bon, ça, c'est des demandes qu'ils font et puis envoyer. Donc il n'y a pas d'interdiction comme ça. C'est en fonction faut être un peu impliqué par les questions de sécheresse et puis voilà, et ça marche. Voilà. Donc aussi, pour la question donc de la dame sur la population et le développement, il faut dire que la question c'est deux questions différentes de la façon dont elle a posée. Parce que c'est vrai, genre et développement, on traite de tout ce qui est ça traite beaucoup plus des questions liées à la croissance démographique et à la bonne gestion de la dividende démographique au niveau donc de la région. Donc vraiment, on a très peu de programmes actuellement dessus, mais l'objectif premier donc de ce programme, c'est ça. C'est travailler vraiment sur cette question-là, de gérer pour que nos enfants ne continuent plus à aller se jeter dans la mer. Qu'est-ce qu'on fait? L'éducation, quel plan de gestion on a pour gérer donc cette question donc de dividende démographique. Et ça prend en compte donc tout ce qui est question donc l'éducation des filles, et voilà les programmes qui sont au niveau des ministères pour pouvoir gérer donc la question donc des genres, des familles et surtout la planification des questions des populations. Mais parallèlement, la question des genres reste une question transversale dans toutes les activités. La question donc de la prise en compte donc du genre. Par contre, par exemple, si tu prends le cas d'Amonzé, il y a un protocole spécial genre. Parce que quand on fait les analyses, on essaie de voir est-ce qu'il y a des indicateurs qui sont sensibles au genre. Si les indicateurs sont sensibles au genre, on doit l'analyser pour prendre en compte maintenant la sensibilité de cet indicateur, de cette analyse sur la question donc du genre. Ça permet donc de répondre à la deuxième question de la dame qui demandait les analyses au niveau individuel. Il faut dire que le CH ne fait pas l'analyse au niveau individuel. Bien qu'il y ait des indicateurs qui sont individuels, non, tels que l'indice de diversité alimentaire individuelle des enfants, des femmes à l'âge de procréer, voilà, les IHDS, par exemple, il y a des indicateurs qui sont individuels. Mais l'analyse est beaucoup plus ménage. Donc, c'est une analyse qui se base sur le ménage parce que les enquêtes qui sont faites sont des enquêtes ménage. Que vous prenez les enquêtes de consommation, c'est des enquêtes ménage. Les enquêtes de moyens d'existence, c'est des enquêtes ménage. Même les enquêtes de la malnutrition, qui restent beaucoup plus individuelles sur les enfants, notamment la MAG pour les enfants et l'indice de masse corporelle donc des femmes, IMG, pour les femmes, qui sont des indicateurs individuels, mais qui touchent le ménage, en fait. Parce que l'enfant se trouve dans un ménage. Voilà, donc, à travers ces enquêtes-là, on peut faire ces analyses, mais les résultats, c'est vrai qu'on donne en termes de population, parce que derrière la population, il y a la taille de ménage, et qui fait office donc de ces analyses-là. Mais l'analyse peut être désagrégée par groupe spécifique. Parce qu'il peut y avoir des groupes spécifiques, genre, par exemple, comme s'il y a une situation où un groupe spécifique pasteur, groupe spécifique quand ceux qui sont les personnes déplacées, l'analyse peut se faire par PDI, pour le groupe PDI, mais le protocole dit que pour pouvoir faire ces analyses, il y a un minimum de protocole qu'il faut attendre. Il faut que le groupe qui doit être analysé ait une situation d'insécurité alimentaire particulièrement différente du groupe, de l'entité que nous analysons. Et ils doivent quand même atteindre au moins
10 000 ménages pour représenter au moins 20% de la zone qui est analysée. Donc, dans ces cas, on peut faire une analyse spécifique donc, pour ces zones-là. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ça fait que on peut aller à cette analyse. Maintenant, pour la question donc, de la prise en compte donc, de la pauvreté et de la privation et tout, donc il faut dire que l'analyse du CH reste une analyse conjoncturelle liée à la question d'alimentation. Donc, toutes les questions de moyens d'existence qui seront posées aux ménages, c'est des questions liées à la consommation. Par exemple, est-ce que vous n'avez pas pu amener, vous avez retiré votre enfant de, de l'école parce que vous n'avez pas de ressources même pour les nourrir. Parce qu'en fait, est-ce que c'est lié au fait que si vous les mettez, vous ne pouvez pas vous nourrir? Parce qu'il y a ça en fait. Donc, si c'est lié à la consommation, donc on a quand même ces indicateurs donc, de moyens d'existence qui sont pris en compte. Donc, tout doit être lié parce que la pauvreté est prise en compte, mais pas en tant que facteur de choc, mais en tant que facteur de vulnérabilité. Parce que lorsque on est pauvre, le niveau de pauvreté d'une zone reste, fait que la zone est plus sensible au choc par rapport à une zone qui est moins pauvre. Donc, la pauvreté, on ne peut pas l'exclure de l'analyse, il fait partie. Donc, ça dénote de la fragilité et de la sensibilité de la région par rapport, de la zone, par rapport à un choc. Donc, il y a tout ce qui est un niveau de pauvreté donc, de la zone qui sont des indicateurs que nous prenons. Mais le fait que la pauvreté soit une donnée structurelle, bon, d'une campagne à une autre, la pauvreté ne change pas. C'est des données qui restent, qui sont traitées sur 10 ans, 5 ans, que nous travaillons avec. Mais à l'intérieur de la pauvreté, il y a certains paramètres de vulnérabilité, notamment les chocs, notamment ceux qui font face à des sécheresses, à des inondations, à des hausses de prix, à des vols, voilà, à des attaques parasitaires, des baisses de rendement, des brûlures, des attaques terroristes, par exemple, qui peuvent être considérés comme des facteurs de choc qui vont venir affecter plus la vulnérabilité, donc qui va devenir mettre les ménages donc dans les situations d'insécurité alimentaire qui nous permettent donc de mesurer. Donc c'est pas forcément lié la privation. Par exemple, maintenant, si les gens changent l'habitude d'une zone, c'est de ne pas envoyer les enfants à l'école. Par exemple, une zone où on retire les enfants à l'école, comme dans la zone, dans certaines zones, parce qu'on veut les mettre à l'école coranique, par exemple, n'est pas lié, c'est pas lié aux questions alimentaires. C'est lié aux questions d'éducation, aux questions de développement. Voilà. Donc, ça ne peut pas être pris en compte comme facteur de risque, parce que ça, il faut le préciser, ça, c'est un autre cas. Par exemple, les questions de mortalité. S'il y a des mortalités dans une zone et que on évalue, parce que la mortalité est un indicateur de résultat. Parce que dans une zone, si on a une hausse de mortalité, maintenant, il faut lier cette mortalité à la question alimentaire. Ça peut être dû à une épidémie, par exemple, ça peut être dû à des tueries ou quelque chose comme ça. Donc, si ce n'est pas lié à des questions liées directement à l'alimentation, on va la relativiser et ne pas la prendre comme un facteur donnant dans l'analyse. Voilà, parce que l'analyse est focalisée sur la question conjoncturelle liée à l'alimentation. Par contre, si vous prenez les données comme des mesures comme la consommation alimentaire, qui reste un indicateur 100% lié à la sécurité alimentaire. Parce que tant qu'on mentionne un déficit de consommation, ça, directement, tu es en sécurité alimentaire, quelle que soit la raison. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci. Excellent, excellent. Merci, docteur Traoré, pour tous ces éléments de réponse. Euh, je vais lire, il y a une question qui est posée dans le chat, je vais lire, après je vais donner la parole à Madame Koudougou et à docteur Larry pour leur intervention. Alors, Stéphane, qui est, qui est fermier à Québec, ici au Québec, aimerait savoir quelles sont les proportions d'aliments locaux et importés dans les pays membres du CILS. Donc, je ne sais pas si vous avez des statistiques là-dessus. Donc, ça, c'est comme la première question. Madame Koulougou, je vous laisse aller pour votre intervention. Après, professeur Madine, vous allez pouvoir prendre le relais.
Ok, merci, docteur Elie, pour la parole et félicitations à docteur Traoré pour la présentation. Je crois que ce soir, on a beaucoup appris du SILS, même si on nous a enseigné depuis le CM2. Ce soir, on a beaucoup appris du SILS. Maintenant, bon, j'ai une préoccupation qui a été déjà prise en compte par rapport à la prise en compte du genre. Voilà, je vois que docteur Traoré est revenu là-dessus, il a expliqué. Mais j'ai une autre question par rapport au contexte géopolitique du Sahel actuellement. Est-ce que ça ne remet pas en cause les mécanismes de coopération régionale, vu qu'on ne fait plus partie de la CEDEAO et que vous avez des projets avec la CEDEAO? Oui. Euh, une deuxième question, c'est par rapport à la souveraineté alimentaire actuelle. Est-ce que cela serait-il possible sans vraiment la stabilité sur le plan sécuritaire? Parce que, bon, on nous a dit cette année qu'on a atteint l'autosuffisance alimentaire, mais bon, je voudrais confirmer avec vous, est-ce que réellement l'autosuffisance alimentaire est atteinte ou bien est-ce que c'est une politique aussi? Bon, je ne vais pas trop parler. Merci. On a compris. Merci, Madame Koudougou. Procès, l'arrêt, je vous laisse aller, Amandine, oui. Merci, Dr. Oui. Sawadogo, pour cette invitation. Merci, Dr. Traoré. Donc, j'ai vraiment apprécié suivre cette présentation parce que le 6, je l'entendais de nom. Donc, maintenant, j'arrive à voir clairement tout ce que vous faites et toutes vos actions dans la région. J'avais des questions par rapport aux données, les données que vous avez à votre niveau. Je me demandais, est-ce que c'était des données disponibles ou est-ce que c'est des données disponibles à votre niveau? Est-ce que c'est des données disponibles à l'échelle nationale, par exemple au niveau des instituts de la statistique ou c'est vous qui collectez vos données et derrière, comment faire pour avoir accès à ces données? Est-ce que avoir accès à ces données, c'est aller vers votre institution? Et si oui, est-ce que vous avez par exemple un catalogue qui identifie un petit peu les différentes études que vous avez menées? Est-ce que c'est des études qui sont faites sur plusieurs périodes? Donc, je me posais un petit peu la question. Et enfin, une dernière question par rapport aux collaborations possibles avec des équipes de recherche. Donc aujourd'hui, j'imagine que vous avez déjà des collaborations et comment mettre en place des collaborations futures avec d'autres unités de recherche. Je précise que je suis enseignant-chercheur à l'EM Normandie, basé au Havre en France. C'est là. Donc, c'est ça, tu as donné toutes les infos, Amandine. Euh, oui, docteur Bakouin, on va aller avec toi. On va lui donner la parole à docteur Traoré. Le micro, oui. Oui, bonjour, docteur Traoré. Merci bien pour cette présentation très intéressante, cette brillante présentation. Nous avons beaucoup appris, hein, comme quelqu'un l'a levé tout de suite. Moi, j'avais juste une petite préoccupation. C'est vrai que ma préoccupation a été abordée par le prof Amadine déjà. C'était aussi le contexte sécuritaire dans l'espace Sahel, donc couvre donc le 6 d'une manière générale. Quel est l'impact? Est-ce que vous avez pu faire des études, c'est pas une évaluation de l'impact sécuritaire sur la souveraineté ou bien la question la sécurité alimentaire dans son ensemble? Le reste de mes préoccupations là, ont été déjà prises en considération. C'était partir aussi de la disponibilité des données sur la période, et ainsi de suite. C'était déjà relevé. Donc, félicitations encore et merci beaucoup. Excellent. Excellent. Ok, donc, beaucoup de questions, docteur Traoré, je vous laisse répondre. OK. Merci beaucoup aux collègues donc, pour cette deuxième partie des questions. Donc, je vais commencer par mon collègue fermier, parce que j'ai fermier aussi, hein. Donc, euh, sur la consommation donc, des aliments locaux et puis les produits importés. Effectivement,
au niveau de la région donc, du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, la situation est différente hein, d'un pays à l'autre. C'est vrai que du, de, du Canada, on a l'impression que la question ouest-africaine, c'est toujours l'Afrique, c'est un pays. Mais la situation est très, très différente. On peut aller d'un taux d'autosuffisance, un taux d'autosuffisance alimentaire de 20% pour un pays comme la Gambie, comme le Libéria, voilà, et jusqu'à 10%, 15%, jusqu'à un pays comme euh, la Mauritanie, voilà, qui sont des produits qui importent, pays qui importent beaucoup, pratiquement tout, et jusqu'à peut-être 90% de taux d'autosuffisance, comme le pays comme le Bénin, qui est le Bénin, la Côte d'Ivoire, et un peu le Mali, le Burkina, qui est quand même ont des niveaux, faut le dire, parce que quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'effectivement, on consomme beaucoup en importé, mais c'est des pays qui produisent beaucoup également. Donc, ça fait que quand on fait le calcul donc, du taux de dépendance à l'importation ou bien le taux d'autosuffisance alimentaire, quand même, on se retrouve quand même à des taux autour de 70, 80%, quand même pour beaucoup de pays. Donc, la plupart des produits qui sont importés, c'est beaucoup plus le riz, qui, malgré nos efforts, hein, on reste toujours très, très dépendant donc du riz. Et il y a le blé, parce qu'on on produit pas du blé en Afrique comme ça, en Afrique de l'Ouest comme ça. Donc, 100% pratiquement donc, du blé sont importés. Ça fait pratiquement 8,5 millions de tonnes de blé hein, donc, qui sont importés chaque année. Et pratiquement autant pour le riz. Hein, donc, ça fait les deux céréales confondues, on se retrouve à pratiquement 18 à 20 millions de tonnes qui sont importées. C'est une production régionale autour de 80 millions de tonnes. Donc, vous voyez que déjà, la situation, c'est pas mal, mais on y est un peu. Maintenant, il y a d'autres produits aussi qui sont assez importés, comme le lait, les produits laitiers, qui sont pratiquement très importés aussi. Hein, donc, on a aussi avec un peu de produits d'huile qu'on importe aussi. Pour certains pays, il y a la viande, le poulet congelé et autres qui rentrent dans les pays de la côte, un peu de la viande aussi qui rentrent. Voilà un peu les principaux produits qui sont, en tout cas du point de vue alimentaire, et beaucoup de produits maraîchers qui viennent aussi un peu du Maroc, qui descendent un peu des produits voilà, qui sont aussi importés. Donc, en tout cas, dans la grande majorité, c'est cela. Donc, qui sont les produits. Maintenant, bon, peut-être s'il veut des détails spécifiques par pays, on peut essayer de le faire et puis l'envoyer avec parce que ça varie aussi d'une campagne à une autre. Donc, il n'y a pas un taux fixe comme ça. Donc, parce que si l'année est bonne, par exemple, sur un autre pays que j'avais pas cité dans les pays qui sont à forte importation, par exemple, le Cap-Vert, ils sont à 95% d'importation. C'est un pays difficile parce que le Cap-Vert, pratiquement, sa production locale ne couvre que 5%. Sa production, voilà. Voilà. C'est des îles, il n'y a pratiquement pas d'eau, les sols sont très cailloutés. Donc, eux, ils vivent vraiment, c'est un pays de tourisme. Voilà, donc c'est surtout la canne à sucre qu'ils produisent. Voilà, donc ça fait que c'est un pays qui dépend beaucoup donc d'importation. Donc la situation vraiment est aussi d'un pays à un autre. Mais en tout cas, les principaux produits qui sont importés, c'est au niveau des céréales, c'est le blé, le riz, et au niveau donc des produits alimentaires, on a beaucoup de produits animaux. On a beaucoup plus le lait, un peu de la volaille surgelée qui rentre un peu dans beaucoup de pays. Et ces dernières années, on voit qu'il y a comment on appelle ça, les poissons, les carpes chinoises là, qui commencent aussi à rentrer. Donc, mais bon, il y a une dynamique aussi au développement donc de la pisciculture. Et je pense que avec l'allure que les pays ont déjà sur la pisciculture, si ça continue comme ça, je me dis que d'ici quelques années, ils pourront stabiliser un peu ça. Parce que l'avantage des pays du SILS et de l'Afrique de l'Ouest en général, c'est qu'on aime l'agriculture. Et tant qu'on peut produire quelque chose, voilà, et si les paysans ont besoin d'un peu d'accompagnement, et ça peut vraiment nous aider. Mais comme
on reste très fragile, on a des sols très pauvres, on a une très faible maîtrise en eau et on a les niveaux de taux de coût d'engrais très élevés. On est l'un des pays qui utilise le moins d'engrais, 17 kilos par personne et par hectare en moyenne, c'est une moyenne mondiale de 100 kilos. Oui, donc c'est très insignifiant, notre consommation d'engrais. Donc, c'est vrai que tout chimique, ce n'est pas bon, mais aujourd'hui, le chimique aussi est indispensable. Si on veut avoir des niveaux de production quand même comparables, il faut peut-être ajuster les deux, faire la balance entre l'engrais chimique et l'engrais organique, quand même pour avoir un niveau et quand même acceptable pour avoir des comptes d'exploitation plus ou moins positifs pour être durable. Voilà ce que je peux dire donc sur la question alimentaire. Donc, dans les questions, Madame Poudou, donc, qui posait la question sur les questions c'était deux questions en un. Hein. Je pense qu'il demandait quelle était un peu la place du SILS au regard donc de cette question géopolitique avec le cloisonnement. Bon, visiblement, ça ne pose pas de problème, hein, parce que je pense que les deux entités, eux-mêmes, malgré toutes leurs divergences, ont voulu quand même préserver l'acquis de l'intégration. Ça, c'est déjà là. Et je pense que sur ces questions, ils se sont entendus. Cette question d'intégration, ils vont pas trop la toucher, mais c'est beaucoup l'indépendance un peu de chaque zone à s'occuper donc de ses propres affaires. Bon, je pense que c'est à ce niveau. Mais pour les projets aussi, ça ne pose pas beaucoup de problèmes parce que les projets sont régionaux et spécifiques au pays. Par exemple, un projet comme la Banque mondiale, il y a la composante régionale qui couvre l'ensemble, donc, qui permet à la région de faire ses activités, mais il y a un budget pour chaque pays. Donc, chaque pays a ses fonds, qui peut être des subventions, des dons, et voilà, donc, c'est pas l'argent de la région, c'est l'argent donc du pays. Donc, ça ne pose pas aussi, et c'est les pays qui font la rétrocession souvent pour la région. Donc, à ce niveau aussi, il n'y a pas de problème, mais les projets de l'Union européenne qui viennent comme ça, comme les projets d'appui, bon, généralement, ça ne pose pas de problème parce que c'est la région qui agit qui fait ses programmes de formation et qui agit dans tel ou tel pays. Et comme nous, on n'a pas de restrictions pour tel ou tel pays, donc ça ne pose pas de problème. On a des problèmes, des activités pour tous les pays. En tout cas, jusqu'à présent, on n'a pas eu de soucis particuliers pour un pays. Peut-être même notre pays siège même qui nous cause peut-être un peu plus de problèmes que les autres. Sinon, les autres, ça ne pose vraiment pas de problème par rapport à ça. Donc, à ce niveau. Et bon, souveraineté alimentaire et insécurité et insécurité civile, instabilité. Bon, effectivement, il faut dire que l'insécurité civile agit c'est quand même un fléau, c'est un facteur inhibiteur, donc des efforts quand même qui sont engagés, parce qu'on parle de 9 millions de personnes déplacées et de réfugiés dans la région. C'est au Burkina. Bon, c'est vrai que les chiffres du Burkina, j'ai compris qu'elle est du Burkina. C'est vrai que les chiffres du Burkina, on n'a pas les chiffres officiels. Donc déjà, les derniers chiffres communiqués datent depuis 2023, donc on parlait de 2 millions et quelques. Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de retournés aussi qui ont été signalés, mais on n'a pas les chiffres officiels. Mais il faut dire que les 2 millions de déplacés, c'est les 2 millions qui ne sont pas chez eux. Voilà, ils ne sont pas chez eux. Donc, ils sont dans une situation particulière, donc il faut aider. Mais quand on regarde aussi les efforts qui ont été faits par les pays dans la relance donc, du secteur agricole et dans tout ce qui est soutien à l'agriculture, quand même, la dernière campagne, on parlait de 104 milliards quand même qui a été mobilisé pour les paysans. Bon, comme j'ai dit au début, je suis paysan aussi. Hein, j'ai vu quand même les résultats sur le terrain, quand même, ça arrivait. Hein, les paysans ont bénéficié et les dispositions ont été prises pour que les intrants arrivent à temps et que, en tout cas, il n'y a pas trop de magouilles comme les autres années. Ça, vraiment, ça a été fait. Maintenant, bon, et également, la saison aussi a été plus ou moins acceptable, hein, quand on a vu la saison. Donc, le Burkina se retrouve quand même avec une production autour de 7 millions, qui est encore une année record qu'on a vu. Parce que vous voyez même sur les prix, hein, les prix sont en train de chuter. Actuellement, on communique quand même sur un prix de riz local autour de 150.
le kilo, ça va être l'un des plus bas de la région actuellement. Donc, déjà, il faut dire que les efforts sont observables. Voilà. Maintenant, est-ce que on peut le garder dans la durabilité, voilà. Donc, il faut tout faire pour que la question sécuritaire continue à s'améliorer. Parce qu'il y a beaucoup d'efforts, hein, il faut qu'on se dise, ça s'améliore. Hein. C'est vrai qu'il y a des attaques sporadiques qui sont là, mais il y a beaucoup d'améliorations qui sont faites, il y a beaucoup de retournées. Les gens ne communiquent pas trop dessus pour éviter de les en faire des cibles. Donc, voilà. Donc, si la situation continue comme ça à s'améliorer et que le gouvernement reste toujours sensible à la question agricole, je me dis que ça va vraiment continuer à s'améliorer. Donc, sur la question donc des données, il faut dire que les données qui sont collectées, nous, en tant que tels, on n'a pas de données. Le SILS ne collecte pas directement les données. Nous, on travaille avec les pays et les directions des statistiques, les directions de la nutrition, on les appuie à collecter les données, à faire les enquêtes. Et souvent, ils nous remontent les données. Et quand on les demande, donc on a à travers EcoAgris, la base de données régionale qui est centralisée, et les pays font rapporter les données que nous mettons. Donc, les données sont plus ou moins à notre disposition. C'est vrai qu'on reste toujours, on nous reproche toujours ça. On a très peu de visibilité sur le partage des données, l'accès de façon ouverte. Bon, c'est le caractère toujours un peu, euh, comment on appelle ça, protecteur du chercheur, hein, parce que le SIL, c'est beaucoup plus des chercheurs qui ne veulent pas ouvrir les bases de données. Aussi, les pays aussi nous reprochent et nous, on donne toutes les données parce que nous, on ne vend pas les données. Donc, le SIL, quand on travaille avec un partenaire, on les donne. Maintenant, ce qui est le plus facile et que les gens ont compris, c'est que quand vous voulez faire des études, vous le faites en collaboration avec les sites. Et quand c'est en collaboration avec nous, souvent, s'il y a des données spécifiques qui ne sont pas dans notre base de données, même si on demande aux pays, c'est dans le cadre d'un travail de recherche, généralement, les pays nous fournissent les données, ils ne refusent pas. Ils nous donnent l'accord donc, de possible de travail. Donc, sur la question de collaboration, c'est on bien reste noté, ouvert. Dr. Traoré. Voilà. Donc, le C'est bien noté. Voilà. On travaille avec plusieurs universités, hein, donc même tout de suite là, il y a l'université d'Alexandrie au Caire, nous avait donné la lettre, on vient de nous transférer, de faire le projet de réponse, qui veut le travail, bon, sur les questions de nutrition, les questions de choc. Donc, on est ouvert, parce que tant que c'est dans l'intérêt de la région. Et puis, le Canada même fait partie du réseau de prévention, le groupe RPCA. Le Canada est membre. Voilà, donc ça fait que en tant que pays membre, c'est vrai qu'ils se sont retirés à un moment donné, ils ne revenaient pas. Même que le cadre harmonisé, hein, le Canada faisait partie du comité de pilotage du cadre harmonisé à sa création. Voilà, donc le fait de ne plus venir répondre aux sollicitations, aux invitations, peut-être que les gens ont dû l'enlever. Sinon, dans les membres du comité de pilotage du cadre harmonisé, le Canada fait partie. Donc, ça ne pose pas de problème. Donc, c'est la même chose hein, pour la prof sur la collaboration avec son université. Ça dépend dans quel domaine vous travaillez. Et voilà, et si c'est dans le domaine de la recherche, il y a les recherches agricoles, il y a l'Institut du Sahel. C'est dans le cadre donc, de la recherche, comment dirais-je, sur le climat, sur les questions d'outils de sécurité alimentaire. Il y a le centre Agrimed. Aussi, c'est les questions de politique aussi. Il y a Olympique qui est là, donc on n'a vraiment pas de problème. Donc, quand la question vient, on peut aussi faire comment on appelle ça, un MOU global avec votre université, donc pour plusieurs aspects, voilà, qui concernent le domaine de cycle. Donc, en fonction maintenant des intérêts de vos chercheurs, que c'est basé sur cet MOU, et puis lancer donc la collaboration de travail avec le chercheur ou bien l'institut qui l'intéresse pour continuer à faire son travail et sans problème. Donc, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Donc, ça répond un peu aussi à la question donc du docteur Bakwa. Donc, c'est tout ce qui est l'impact donc de l'insécurité alimentaire sur la santé. Bon, c'est un facteur de vulnérabilité, c'est un choc. Donc, effectivement, actuellement, ça reste le principal facteur. Parce que ceux qui sont déplacés et autres, qui sont dans les zones dont les greniers sont brûlés et qui sont chassés, voilà, c'est leur moyen d'existence qui est affecté. Donc, déjà, ça joue donc sur les ressources. Donc, ça les met dans une situation donc, de vulnérabilité et dans une situation donc,
euh, d'assister. Voilà, donc c'est ça. Merci. Excellent. Et une J'espère que dernière j'ai balayé question. toutes les Oui, questions. oui, je pense que voilà, vous avez vraiment fait le tour des questions. Une dernière question dans le chat. Mais comment le site prend en compte la gestion post-récolte dans ses stratégies de sécurité alimentaire? Concrètement, comment en termes de sécurisation, de conservation, de valorisation des produits agricoles, c'est pris en compte afin de réduire les pertes post-récolte et de renforcer la disponibilité alimentaire. OK. Ouais, il faut dire que sur cette question, c'est la seule question, hein? Oui, après, on va pouvoir aller à la troisième C'est étape. la seule question? Oui, il nous reste 5 minutes. Je ne veux pas, après, Voilà. qu'on déborde, quoi, en fait. D'accord. Mm. Voilà. Comme je t'ai dit, à 18h, il faut que je Ouais, bouge. c'est ça. Donc, sur la question donc, de la gestion donc, post-récolte, il faut dire que c'est une de nos préoccupations, hein, parce que on parle sur le fait que 40% de notre production est soit perdue ou bien gaspillée. 40%. Donc, vous voyez, c'est énorme. Donc, c'est une partie de la disponibilité que nous n'avons pas à gérer et ça nous pose beaucoup de soucis. Et en fonction des zones, notamment, en fonction des produits, ça change. Et principalement les tubercules, les produits maraîchers, les fruits. Les fruits même, c'est pire. Ça peut aller jusqu'à 60-70%. Donc, alors qu'on reste un pays avec beaucoup de malnutrition, où on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation pour la consommation donc, des produits, des fruits et légumes et des fruits pour améliorer la malnutrition à ce niveau aussi, on voit qu'il y a beaucoup de gaspillage. Donc, déjà, il y a un travail de sensibilisation qui est fait et pour déjà essayer on travaille avec la FAO sur la question. Donc, pour d'abord essayer de l'évaluer, de le mesurer. Et aussi, à travers l'INSA, on a beaucoup de travaux sur les méthodes de stockage, notamment de certains produits, notamment des stocks à double fond, les méthodes de stockage, donc des niébés, parce que tous les produits ne sont pas au même niveau. Donc, il y a certains produits, notamment les légumineuses, qui sont les plus affectés à travers tous les niébés. Et il y a tout ce qui est d'autres oléagineux à travers l'arachide, tels que le, le- le- la rouille de l'arachide. Il y a beaucoup de produits. Donc, il y a quand même des collègues qui travaillent sur ça. Et on a vraiment actuellement un projet en cours où on veut vraiment relancer cette question des pertes post-école et faire beaucoup de sensibilisation et valoriser d'abord les recherches. Parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont été faites par nos, nos chercheurs qui ont mis en place des techniques et qui existent, trouver des cadres pour pouvoir valoriser déjà ces résultats donc de recherche pour permettre donc vraiment de réduire vraiment cette question donc de perte post-récolte. Les produits principalement visés, c'est beaucoup plus les tubercules et vraiment les produits maraîchers et surtout les fruits où on a déjà vraiment beaucoup de pertes sur là-dessus. Sans compter, bon, les autres pertes qu'on a aussi sur les céréales, et bon, qui restent un peu limitées, bon, qui varient peut-être entre 8 et 35% pour certains types de céréales en fonction donc des zones et de l'humidité, donc qui restent liés vraiment au phénomène du stockage. Et on travaille aussi avec l'ARA aussi pour pouvoir améliorer les dispositifs de stockage, former les institutions de stockage, former les OP pour voir comment avoir de bonnes pratiques donc, de stockage donc, des vivres. Voilà un peu ce que je peux dire là-dessus. Excellent, excellent. Merci beaucoup, docteur Traoré. Merci pour tous ces éléments de réponse-là. Alors, docteur Bakouin, en 2 minutes, quelques messages clés alors qu'on termine la session. Le micro est fermé, hein. Et merci beaucoup à Dr Traoré. Que dire encore de ce qu'il a présenté? Il a donné vraiment une très bonne présentation. On a tiré suffisamment d'enseignements dans ce qu'il a dit. On a eu aussi des questions, des contributions de l'ensemble des
participants. Donc, dans l'ensemble, pour aller très rapidement, comme c'est 1 minute, mais c'est 2 minutes, vous me donnez. 2 minutes. Allez-y, monsieur. Ouais. D'accord, il n'y a pas de problème. D'accord, donc je vais aller à l'essentiel. Il faut noter que Dr Traoré nous a présenté le programme régional d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, qu'on a abrégé passant donc du SILS. Le SILS, bon, nous on connaît le SILS comme nous sommes voisins du SILS. Donc c'est le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Nous avons vraiment appris le SILS depuis l'école primaire, mais comme il y en a qui n'ont pas, peut-être c'est pour ça que je rappelle le SILS en fait. Et donc, ce programme est donc un programme phare de ce comité inter-État, de ce comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest d'une manière générale. Alors, donc dans sa présentation, Dr Traoré nous a indiqué que ce programme est ancré dans la vision 2050 et vise donc à renforcer la vision 2050, c'est la vision 2050 de l'Union africaine, c'est ça. Si ce n'est pas le cas, peut-être Dr Traoré va me corriger. C'est la Du vision SILS. Du du SILS. SILS. Du SILS. Oui. D'accord. Au niveau de l'Union africaine aussi, on a la vision 2050. 2063. 2063, c'est ça. Oui. Voilà, l'agenda 2063 de l'Union africaine. Mais j'avais confondu les deux. Du SILS. Et il vise donc, cette vision vise à renforcer la résilience donc, de la population face donc, aux crises récurrentes que rencontrent donc, ces populations dans ces zones particulières. Donc, l'architecture donc, du SILS repose également, comme il a développé dans sa présentation, sur un secrétariat exécutif. Voilà, elle repose sur le secrétariat exécutif du SILS qui est basé à Ouagadougou. Il y a l'agreement qui est le centre, en fait, centre climatique régional régional Afrique de l'Ouest et le Sahel, qui est basé à Niamey, et aussi donc une autre institution qui est l'Institut national, c'est INSA, ça doit être INSA, je n'ai pas bien retenu donc en fait la l'Institut du définition. Sahel. Voilà, L'Institut l'Institut du Sahel, très bien, C'est merci beaucoup. l'Institut du Sahel. L'Institut du Sahel, merci beaucoup. Et qui travaille donc en partenariat avec la FAO, le Programme alimentaire mondial, le PAM, voilà, la FAO, le PAM, l'Union européenne et bien la CEDEAO. Alors, il a montré dans sa présentation le cadre harmonisé qui a été mis en place, développé, qui est un outil d'analyse multisectorielle en 5 dimensions, en 5 phases, et qui couvre effectivement 418 millions de personnes et révèle qu'environ 12,2% sont en insécurité alimentaire aiguë. C'est très, 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 très important. Il a indiqué le programme qu'il dirige, donc pour rappeler que Dr Traoré est le coordonnateur donc, du programme régional d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à renforcer donc les capacités nationales et à améliorer la qualité donc, des données et à soutenir aussi donc, les plans de réponse en matière donc, de sécurité alimentaire dans la localité, dans les zones. Donc, il a montré effectivement qu'ils ont également mis en place un projet de renforcement et d'innovation des systèmes d'information en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle le PRICISAN, on peut l'abréger ainsi, qui a introduit l'innovation numérique et les outils d'intelligence artificielle dans le suivi donc, alimentaire dans la sous-région, dans la zone. Il a montré que malgré tout, malgré les défis qu'on a, les défis d'ordre technique, financier et sécuritaire, des perspectives s'orientent vers donc la digitalisation et l'alignement politique régional. Il montre également que le SILS demeure en fait un acteur neutre, crédible et indispensable face aux crises alimentaires que nous vivons donc dans le Sahel d'une manière générale. Alors, et à la suite donc, de cette présentation, il y a eu des contributions. Parmi ces contributions, des préoccupations qui ont été relevées, on a noté les questions relatives donc, aux questions de financement, contributions pays, c'est-à-dire comment les États membres contribuent financièrement donc, à ce programme et quels sont les mécanismes qui permettent d'assurer aussi la pérennité des financements au-delà même donc, des partenaires externes qu'on a l'habitude de croiser. Il y a notamment la question de l'approche qui a été aussi relevée.
Et comment est-ce que cette approche est intégrée? Est-ce qu'elle est intégrée donc dans le programme le programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle? Quels sont les indicateurs qui servent quand même à capter donc l'équité du genre dans les interventions du programme? Il y a d'autres préoccupations relatives donc à la part donc des aliments locaux dans les régimes alimentaires qui ont été déjà analysés, comment le programme soutient donc la production locale face donc à la dépendance aussi aux importations. La question donc de la sécurité, les conflits, l'instabilité qui affectent également non seulement la collecte des données, mais aussi la mise en œuvre donc, du programme aussi a été des questions. Et il y a la question donc, de l'accessibilité, la disponibilité, l'accessibilité, le partenariat, la collaboration et bon, des données, mais aussi donc c'est la collaboration entre donc les chercheurs, voilà, et le site. Et aussi, on a relevé quand même, dans la continuité, on a relevé la synergie d'action qui était, Docteur Bakwa, en oui, conclusion, en il faut conclusion, noter, voilà, très bien, merci beaucoup. En conclusion, il faut noter que le programme, bon, pour ne pas aller aller loin, il faut noter que Dr Traoré a apporté donc des éléments de réponse satisfaisants donc, aux préoccupations qui ont été relevées, que nous avons pris très bonne note donc, de ces préoccupations. Au lieu que je les détaille encore, je pourrais peut-être m'arrêter là et c'est ça. remercier encore Dr Eli et tous les participants. Dr Traoré qui nous a fait ce bonheur, ce plaisir et l'honneur donc de nous présenter cette contribution significative. Je vous remercie. Merci bien, merci docteur Bakwa. Merci beaucoup, hein, docteur Traoré. Merci, c'est vraiment apprécié. On a apprécié la conférence avec toi. Et puis, tu auras compris il y a plusieurs questions et c'est sûr que, ben, si on reste là, on risque en tout cas, rester encore pendant 1 heure. Mais c'est ça. C'est sûr qu'il y a des questions qui restent, notamment de mon côté. Est-ce que ce serait possible d'avoir la présentation PowerPoint, j'imagine, pour rendre disponible aux participants? Est-ce que c'est possible? Donc, tu as travaillé? Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais. Mais il y a certains qui demandent aussi, est-ce qu'il y a la documentation en matière de gestion post-récolte au niveau des sales? En tout cas, tu me diras par rapport à ça. Ok, En tout cas, merci d'accord. beaucoup. Il n'y a pas de souci. Il faut Donc, peut-être juste donner mon mail après, et puis on peut continuer à échanger avec les collègues, surtout qui veulent mieux connaître du style, qui cherchent à avoir les ouais. partenariats avec, surtout Agreement, voilà, pour les études, et puis voilà. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Excellent, excellent. Mm. Alors, donc, on va s'arrêter là. Je prends vraiment le temps pour remercier toutes les personnes qui sont connectées. Merci pour votre participation. Merci pour votre engagement en matière de sécurité alimentaire. Fait que nous allons prendre une pause estivale. On va reprendre nos mini-conférences en septembre. Donc, c'est vraiment un plaisir. Et puis, ben, c'est ça, je vous souhaite de continuer à vous nourrir des réflexions, des initiatives, à aller de l'avant par rapport à l'engagement que vous prenez pour faire reculer l'insécurité alimentaire à votre niveau, donc au niveau là où vous êtes. Donc, c'est ensemble que nous allons pouvoir faire avancer les choses. Alors, sur ce, je vous remercie et puis nous allons rester en contact. Merci tout le monde. Merci, Elie. Merci. Bye Ouais. bye. Merci, au Bye. revoir.